17h20, nous allons donc vers Monsieur Carl Blackburn, lui-même président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Bon après-midi, Monsieur Blackburn. Bon après-midi. Ça va bien, Monsieur Blackburn? Ça va très bien. Je voudrais profiter de l'occasion, étant donné que nous sommes encore en janvier, Oui. pour vous souhaiter une bonne année 2024, beaucoup de santé, de la paix et de la prospérité. Merci beaucoup à vous. Je dis, vous avez suffisamment d'argent, Monsieur Blackburn. Je vous souhaite la santé, je vous souhaite la santé et la santé encore, Monsieur C'est ce qui est le plus important. Oui, c'est ce qui est le plus important, effectivement. Alors, on parle cette fois, nous avons en 2023 beaucoup parlé de pénurie de main-d'œuvre, et vous étiez là à taper sur les clous. On a besoin d'immigrants. Et puis, bon, on sentait une certaine réticence de la part du gouvernement. Maintenant, là, c'est employeurs, patrons qui ont une différence. C'est le Canada, le Québec. On s'y perd, à savoir, pour certains, c'est des travailleurs temporaires. Pour d'autres, c'est des travailleurs étrangers à statut différent. On s'y perd, M. Blackburn. Mais tout ce que je sais, c'est que les migrants portent sur leur dos tous les maux du Québec. Ouais. Pénurie de logement, inflation, tout ça, c'est la faute aux migrants. C'est pour cela d'ailleurs que moi-même personnellement et le Conseil du patronat, on essaie de faire de ce défi, non pas une responsabilité pour les migrants, parce que vous avez totalement raison, ce n'est pas la faute des migrants, mais plutôt de s'assurer de voir de quelle façon nous pouvons analyser la situation dans laquelle on se retrouve basée sur des données. Et je pense qu'il faut éviter de discuter de ce sujet-là avec les politiciens parce que malheureusement, pour des contextes électoraux, pour des contextes de partis politiques ou pour des contextes de popularité, ben c'est souvent cet enjeu-là qui en prend pour son rhume. Alors moi, ce que j'essaie de le faire, monsieur, c'est en même temps avec le Conseil du patronat, c'est d'emmener cet enjeu-là sur des bases et des données factuelles. Tout d'abord, lorsqu'on regarde la pénurie de main-d'œuvre dans laquelle on se retrouve, nous en avons parlé ensemble, vous et moi, en 2023, mais je pense qu'on va en reparler beaucoup encore en 2024 et dans les 10 prochaines années, je vous en donne ma parole. Alors, lorsqu'on regarde la pénurie de main-d'œuvre qui nous affecte, cette pénurie de main-d'œuvre, elle n'est pas reliée à la pandémie. Elle n'est pas reliée à un ralentissement économique. Elle est reliée à la courbe démographique de notre société, qui malheureusement est plus vieille au Québec qu'ailleurs au monde. Le seul ou les deux seuls États qui sont similaires à ceux du Québec, c'est la Colombie-Britannique et le Japon. Alors, à partir du moment où on a une population qui est plus vieille ici au Québec qu'ailleurs, bien évidemment, ça fait qu'il y a plus de départs à la retraite. Alors, moi, j'utilise les chiffres du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a fait l'évaluation que pour d'ici 2030, donc c'est demain matin, là, d'ici 2030, nous avons besoin de trouver 1,6 million de travailleurs pour remplacer ceux qui prendront leur retraite, incluant une légère croissance économique. D'où vont provenir ces travailleurs? 50 vont provenir des étudiants. Ceux qui sont sur les bancs d'école aujourd'hui, demain et après-demain, ce groupe représente environ 50 des besoins qui remplaceront 50 des gens qui auront pris leur retraite. Un autre 25 des gens va provenir de ceux qui sont généralement plus éloignés du marché du travail. On pense aux Premières Nations. On pense aux femmes dans certains secteurs. Les travailleurs expérimentés, vous m'avez entendu parler souvent des travailleurs de 60 à 69 ans. Les gens en situation de handicap, les gens judiciarisés. Si on met les bons efforts avec les bons outils au bon endroit, ce groupe de travailleurs potentiels devrait combler 25 des besoins. Il reste un autre 25 Il reste un autre 25 un 3 devrait être réglé par l'innovation, la robotisation, les améliorations technologiques. Et 22 lui, doit provenir de l'immigration économique et permanente, bien évidemment. Ce 22 correspond à 84 000 immigrants par année à partir de 2022.
Dans les faits, malheureusement, nous n'avons jamais atteint ce niveau. Nous avons toujours été en deçà de cela, ce qui fait qu'il s'est créé un écart important entre les besoins du marché du travail et bien évidemment les seuils d'acceptabilité ou d'acceptation des gens qui provenaient de l'immigration permanente. Mais, Maintenant, une fois que ces besoins-là n'ont pas été comblés, il y a eu bien évidemment une augmentation importante de ce que nous appelons les travailleurs étrangers temporaires, qui, dans beaucoup de cas, c'est des gens qui proviennent de l'extérieur, qui veulent travailler ici seulement quelques mois, quelques années et retourner dans leur pays. Alors, les entreprises ont beaucoup fait affaire avec le programme qui existe au niveau fédéral des travailleurs étrangers temporaires pour rencontrer les besoins dans les entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier que la situation de la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte qu'aujourd'hui, une entreprise sur deux refuse des nouveaux contrats au Québec parce que malheureusement, ils n'ont pas la main-d'œuvre pour être capables de les réaliser. Et près d'une entreprise sur deux reporte ou cancelle des projets d'investissement. Et les deux conséquences ensemble de ces deux données-là font en sorte que le Québec perd par année des milliards de dollars d'investissement ou d'injection d'argent dans son économie directement relié à la pénurie de main-d'œuvre. Mais M. Blackburn, il y a un point sur lequel on doit s'entendre. Effectivement, ça vient pendant qu'on manque de main-d'œuvre et qu'on doit faire venir des migrants de l'extérieur. Il y a aussi cette pénurie de logements. Ça, c'est un problème réel et partout au Québec. C'est pas vrai que c'est les migrants qui causent cette situation-là. Mais il est vrai que pour les faire venir, il faut leur assurer un toit. On ne peut pas les mettre dans la rue à la belle étoile. Vous avez tout à fait raison. Et la situation dans laquelle on se retrouve, bien évidemment, l'immigration temporaire et l'immigration permanente ont accentué, je dirais, une pression sur la crise du logement, mais ce n'est pas la cause de la crise du logement. Autre élément intéressant, je pense qu'on doit aussi prendre en considération, c'est ce que nous appelons l'immigration humanitaire, les réfugiés politiques, les réunifications familiales. Au Québec, actuellement, nous accueillons près de 50 de l'immigration réfugiée politique canadienne, ce qui n'est pas normal. La population du Québec est de 22 environ de la population canadienne. On devrait, selon toute vraisemblance, accueillir 22 de réfugiés politiques au Québec. Et bien évidemment, les autres provinces, en fonction de leur poids démographique, devraient accepter, bien évidemment, leurs nouveaux arrivants sur leur territoire. Il ne faut pas voir, et c'est de cette façon que nous voyons, nous, au Conseil du patronat, il ne faut pas voir l'immigration comme étant, comme vous l'avez si bien mentionné dès le départ, les problèmes à tous les maux du Québec. Au contraire, l'immigration, c'est des hommes et des femmes qui choisissent de venir s'installer au Québec. C'est des hommes et des femmes qui souvent laissent tout derrière eux pour s'en venir dans une terre d'accueil. C'est des hommes et des femmes qui veulent contribuer à la croissance et à la prospérité économique du Québec et du Canada. Et c'est de cette façon-là que nous devons l'envisager. Et c'est ce que moi, je propose sur toutes les tribunes. J'ai même proposé la semaine dernière au premier ministre du Canada, parce que vous savez, la partie de réfugiés politiques, ceux qui arrivent au Canada et qui demandent l'asile politique. Alors, avant que ces gens-là puissent contribuer d'une quelconque façon à la croissance économique ou aux besoins des entreprises, ils doivent attendre que le gouvernement du Canada fasse l'évaluation de leur requête et qui, des fois, peut prendre 12, 18 et 20 mois. Et à la fin, si leur requête est acceptée, donc les gens sont devenus des réfugiés politiques, là, ils peuvent avoir un permis de travail et ainsi contribuer à la croissance économique. Moi, ce que j'ai proposé au gouvernement du Canada, au premier ministre direct, M. Trudeau, j'ai dit, écoutez, vous devriez, dès que ces gens-là arrivent et qu'on regarde leur dossier, on devrait octroyer immédiatement un permis de travail pour que ces gens-là puissent contribuer directement à l'économie du Canada et de l'économie du Québec. Il me semble que le principe, c'était oui. Dès que la personne a une demande, là, il y a un permis qui, dans les quelques jours, est octroyé. Les gens reçoivent, bien évidemment, du support financier, de l'aide d'accompagnement pour l'école, les besoins, etc. Mais ces gens-là, tant que leur requête n'est pas reconnue valable,
ils ne peuvent pas, d'une certaine façon, contribuer, ce qui fait en sorte que, malheureusement, ces gens attendent très longtemps avant de pouvoir contribuer. Moi, j'ai proposé cet aspect-là au premier ministre. Je n'ai pas senti un accueil très favorable à cet égard-là, mais j'en demeure convaincu que ça pourrait certainement atténuer des conséquences importantes sur la pression qui est mise, sur la perception souvent qui est mise sur les gens qui arrivent au Canada via l'immigration. Moi, dans ce contexte-là, je vais être un ardent défenseur de cette position. Monsieur Blackburn, finalement, le Conseil du patronat pour les immigrants temporaires ou pour alors les travailleurs étrangers ou les deux? Bien, les deux, en fait, les travailleurs étrangers, c'est des travailleurs étrangers temporaires. Ces gens-là répondent à des critères, correspondent à des besoins, ont les compétences nécessaires pour rencontrer les objectifs des employeurs québécois. Alors, les travailleurs étrangers temporaires, ces gens-là, c'est vraiment des gens qui viennent ici. Des fois, ça peut être pour quelques mois, d'autres fois, ça peut être pour quelques années, mais c'est jugé temporaire. Dans certains cas, des gens qui viennent ici via le programme de travailleurs étrangers temporaires, s'ils décidaient, par exemple, après quelques années, de demander leur résidence permanente, ils pourraient le faire. Bien évidemment, il y a des critères à rencontrer, dont, entre autres, récemment, l'obligation de respecter un certain niveau de compréhension orale et écrite au niveau du français. Mais à partir du moment où ces gens-là feraient la demande, ils pourraient être évalués, ils pourraient demeurer ici sur le territoire québécois, toujours en respectant les seuils que fixe le gouvernement du Québec. Comme vous le savez, les seuils qui ont été fixés par le gouvernement du Québec pour l'année 2024 ont été de 56 000 immigrations permanentes. À ça s'additionnent les étudiants étrangers qui peuvent, dans certains cas, correspondre entre 6 et 10 000 étudiants étrangers. Donc, ça, c'est les seuils qui ont été autorisés, fixés par le gouvernement du Québec pour l'année 2024, ce qui est en deçà des besoins du marché du travail. C'est vrai qu'on est bousculé, mais M. Blackburn, il faut regarder la chose dans son intégralité. Oui. L'organisation d'un pays, c'est le patronat, c'est la politique, c'est un peu tout le monde. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on trouve une solution. Il y en a qui ne veulent pas voir venir les migrants, trop de migrants. Du côté du fédéral, on parle de 500 000 par année d'ici à 2025. C'est beaucoup trop pour certains Canadiens. Et si du côté du patronat, on parlait de délocalisation de certains emplois ici vers des pays où on a une main-d'œuvre abondante et capable de faire le travail. Si on ne veut pas recevoir les migrants, mais il faut aller ailleurs. On l'a fait l'expérience avec la Chine il y a quelques années. Ouais. Peut-être qu'on ne retournerait pas en Chine, mais il y a ailleurs où on peut travailler et faire de l'argent et faire travailler le monde. Et le monde est bien content de rester chez eux, non? Tout à fait, et ça se fait déjà dans certaines entreprises, dans certains secteurs. Moi, j'ai des membres au Conseil du patronat du Québec qui, sur les heures du Québec, font leur quart de travail et ils ont des employés dans d'autres endroits dans le monde. Donc, leur production est sur une base de 24 heures sur 24. Alors, les employés de cette entreprise ou de ces entreprises qui font cela, bien, dans le fond, c'est comme s'ils travaillaient 24 heures sur 24. Le jour, c'est ici au Québec. La nuit, ça dort à un autre endroit. Lorsqu'on arrive la nuit ici au Québec, bien, les gens, c'est le jour. Alors, vous voyez, il y a déjà de ce genre d'échange qui se fait et ça donne des bons résultats. Je vous ai déjà parlé également de l'Alliance des patronats francophones qui, je pense, peut revêtir un aspect totalement nouveau, mais tellement intéressant pour les entreprises québécoises et tous les pays francophones. Rappelez-vous, en 2022, lorsque nous avons créé cette nouvelle organisation internationale, celle-ci regroupe ce que nous appelons l'Alliance des patronats francophones. Celle-ci regroupe 29 patronats, comme le Conseil du patronat, mais 29 patronats de 29 pays francophones à travers le monde, dont beaucoup proviennent de l'Afrique, entre autres. Et l'objectif qu'on poursuit ensemble, c'est de voir comment le secteur privé que nous représentons, c'est-à-dire près de 700 000 entreprises dans ces pays francophones, comment ce secteur privé peut ne pas remplacer les gouvernements ou les institutions, mais peut joindre sa voix
pour faire de ce qui nous unit, c'est-à-dire notre langue, un vecteur de croissance économique. Et pour le Québec en particulier, c'est excessivement intéressant en termes de potentiel, oui, pour des nouveaux marchés, oui, pour rencontrer des besoins nécessitant des attentions particulières en lien avec notre couple démographique, mais également pour tous ces pays francophones à travers le monde. Il y a là également des opportunités de rayonner en Amérique, mais également leurs défis peuvent devenir des opportunités pour nous et nos défis peuvent devenir des opportunités pour ces pays-là ou ces entreprises dans la francophonie. J'avais oublié que Carl Blackburn était quelqu'un de très volubile. Merci beaucoup. En 2024, il le sera encore, mesdames, messieurs, avec beaucoup de santé. Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. On espère se reparler très bientôt, Monsieur Blackburn. Ben, je vous remercie pour cette belle invitation. Merci. Et je vous souhaite une belle fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Nous